Avengers Age of Ultron, c'était comment? Une tuerie. Foufissime. Et fou furieux. Ah, franchement, Une claque. Extraordinaire, extraordinaire, mieux que le premier. Je suis un peu déçu moi du film. On s'en prend plein la figure et c'est des images, c'est 2 heures de bonheur, c'est excellent. Salut à vous mes chers comic strippers. On sort tout juste de l'avant-première de Avengers Age of Ultron au Grand Rex. En fin d'émission, vous allez pouvoir découvrir notre critique du film. Avant cela, nous allons vous offrir un petit point historique sur tous les personnages nouveaux qui apparaissent dans ce film. Ultron est un robot exterminateur né de la plume de Roy Thomas et du crayon du génial John Buscema dans Avengers 54 de 1968. Les seuls pouvoirs qu'il exhibe au départ sont une incroyable endurance et des capacités hypnotiques qui seront heureusement vite oubliées. Dans le numéro 57, il crée un synthozoïde chargé de détruire les Vengeurs et qui finalement se joindra à eux sous le nom de la Vision. Les origines d'Ultron, alors appelé Ultron 5, seront révélées dans Avengers 58. Dans les comics, le créateur de cette intelligence artificielle maléfique n'est pas Tony Stark mais Hank Pym. En découleront d'ailleurs des rapports père-création dignes d'Oedipe, très riches et qui, comme Ultron, ne cesseront d'évoluer. Dès son incarnation suivante en 1969, Ultron, à présent affublé du numéro 6, se créera un corps en adamantium, le métal indestructible, et deviendra maintenant capable d'affronter directement les Vengeurs. Dans Avengers 161, Ultron se fabriquera une compagne basée sur Janet Pym. Nommée Jocasta, elle se retournera contre lui et deviendra, comme Vision, un membre des Vengeurs. Il réitérera en forçant Hank Pym à lui créer une nouvelle promise nommée Alchema, basée cette fois sur les schémas cérébraux de Bobby Morse alias Mockingbird. Bien sûr, elle se retournera aussi contre lui, mais en restant cette fois méchante. On la reverra d'ailleurs entre autres dans Avengers 19 en 1999. Dans cette histoire, Ultron recrée toutes ses incarnations précédentes et se fabrique une armée robotique. C'est aussi là qu'on apprend qu'Ultron est basé sur les schémas cérébraux d'Hank Pym, d'où son obsession pour son père et toute sa petite famille humaine. Dans cet arc nommé Ultron Unlimited, on ressent peut-être pour la première fois la vraie puissance d'Ultron, qui vraiment semble être une force instoppable. Brian Bendis continue dans la même lignée dans Mighty Avengers 1 à 6 de 2007. Sous sa plume, Ultron hackera non seulement l'armure d'Iron Man, mais tout son ADN, complètement remodelé par le virus Extremis. Il le possédera et remodèlera son apparence en une version cybernétique de Janet Pym. Un sale coup pour la virilité de Tony Stark. C'est donc à la tête de toute une armée d'Iron Man qu'Ultron femelle affrontera les Avengers. En 2007, Marvel lance un énorme crossover, Annihilation Conquest, dans la foulée de l'event Annihilation de l'année précédente. Ultron y dirige les Phalanx, une armée de créatures cybernétiques liées télépathiquement entre elles. Il les lancera à la conquête du cosmos et ils ne seront vaincus qu'au prix de lourdes pertes parmi les héros. L'équipe des Avengers apparut pour la première fois dans Avengers numéro 1 en septembre 1963. Captain America rejoint l'équipe au numéro 4. L'équipe change au numéro 16 pour intégrer Scarlet Witch, Quicksilver et Hawkeye. Par la suite, la composition de l'équipe changea fréquemment. Deux périodes parmi les plus intéressantes furent Heroes Return par Kurt Busiek et George Perez, où l'on vit le retour de poids lourds tels que Thor, Captain America et Iron Man. Puis, les New Avengers de Brian Bendis, qui intégra à l'équipe Wolverine et Spider-Man. Actuellement, la série conclut un run de Jonathan Hickman qui aura duré 3 ans. Il s'agit d'un prélude à l'événement Secret Wars qui va remettre tout l'univers Marvel à plat. La lecture conseillée pour les débutants qui ont découvert les personnages au cinéma est Ultimates et Ultimates 2. Ils pourront y découvrir des versions des personnages dégagées de 50 ans de continuité, avec des graphismes époustouflants de Brian Hitch et un scénario de Mark Millar cinématographique à souhait. Scarlet Witch et Quicksilver apparurent pour la première fois en tant que vilains dans le X-Men numéro 1 de septembre 1963. À plusieurs occasions, l'un comme l'autre redevinrent ponctuellement des vilains. Mais pour le moment, ils sont tous les deux des héros. Scarlet Witch fait partie des Uncanny Avengers et Quicksilver des X-Factor. La Vision fut créée par Ultron pour infiltrer les Avengers, mais finit par intégrer l'équipe suite à un revirement moral. Le robot vécut une idylle avec Scarlet Witch qui aboutit à un mariage et à la naissance de 2 jumeaux qui disparurent plus tard pour revenir sous l'identité de jeunes super-héros, Speed et Wiccan. La Vision fut détruite lors de l'arc Avengers Disassembled. Il est réapparu récemment dans les Uncanny Avengers, mais il y a sûrement du Ultron là-dessous. Age of Ultron n'a en commun avec le film que le titre qui était trop bon pour ne pas être récupéré. Cette série limitée en 10 épisodes de 2013 se déroule dans un futur où Ultron a enfin réussi à conquérir la planète, ce qui fatalement devait arriver un jour. Dès le premier épisode, on est plongé dans un univers post-apocalyptique très sombre.
Ultron et ses hordes robotiques y règnent en maître et la plupart des héros sont morts ou en piteux état. La tâche des rares survivants s'annonce donc ardue. Le graphisme de Brian Hitch y est splendide, bien que certains arrière-plans soient un peu bâclés. Le scénario de Brian Bendis commence très bien, même si certains peuvent y voir une énième variation de Days of Future Past, Age of Apocalypse ou autres Marvel Zombies. Comme toujours, Bendis y démontre sa compréhension profonde des personnages de Marvel et sa maîtrise des dialogues. L'histoire plonge assez vite dans des voyages temporels et les paradoxes que cela entraîne. C'est un exercice périlleux et on pourra trouver quelques failles dans le scénario. La conclusion, qui a pour but d'introduire l'arc Hunger dans l'univers Ultimates et la Angela de Neil Gaiman dans l'univers Marvel, n'est pas complètement convaincante. Néanmoins, Age of Ultron est une lecture agréable que je vous recommande si vous aimez les histoires sombres, les situations désespérées et les mondes alternatifs. Regarde là-bas. Mais c'est Hank Pym, le scientifique suprême. Oh, faut que je lui montre son autographe. Attends, Hank Pym, c'est Ant-Man Ouais. et Giant Man Ouais, aussi. et Goliath. Il s'est pas fait appeler Pourpoint Jaune? Ça, c'était avant qu'il se fasse appeler The Wasp. The Wasp comme sa femme qu'il a battue. C'était pendant une crise de schizophrénie. Ah ok. Et c'est lui qui a créé Ultron aussi. Il a pas fait exprès. Ok. Bon bah vas-y. Hein. Finalement, non. Salut Cry. Salut Orpheus. Ça faisait longtemps, hein. Depuis au moins ce matin, 4h37. C'est ça, parce qu'on s'est tapé le marathon Marvel au cinéma Le Grand Rex, Une sacrée affaire. avec tous les films, et qui se concluait bien sûr par l'avant-première de Avengers Age of Ultron. Et on s'en est pris plein la gueule. Ouais, et perso j'ai été un peu rassuré, parce que moi je le sentais mal venir ce Avengers Age of Ultron, quand je voyais les photos de Josh Whedon qui avait l'air de filer une dépression grave, et que je sais que c'est un créatif qui a un peu une créativité en dents de scie, je me suis dit mon dieu, est-ce que c'est sur celui-là qui va se rater? Et non, heureusement, l'un comme l'autre, on a bien apprécié le film, et en fin de compte on lui donne une note de 7 sur 10, on s'est mis d'accord là-dessus. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas le truc qui va tout révolutionner. Je pense qu'on peut le dire, c'est moins inventif que Guardians of the Galaxy, qui avait été quand même notre gros coup de cœur. Cela dit, comme c'est une suite, c'est le Avengers 2, forcément moins créatif qu'un... Ouais, mais c'est vrai que bon, il y a quand même des trouvailles, il y a des bonnes choses. C'est avant tout un film d'action, ça va plaire aux fans, et il y a quand même des grosses qualités. Globalement, il s'en sort bien. Moi, je le mets à peu près au même niveau que le 1, mais de toute façon, c'est forcément un autre exercice puisqu'on n'a plus à présenter les personnages. On a donc une situation qu'on peut développer beaucoup plus, et c'est assez réussi à ce niveau-là. Tout à fait. Alors l'intrigue, globalement, on l'a trouvé pas mal. Évidemment, un petit peu linéaire, c'était déjà le cas dans Avengers 1. Elle évoque beaucoup de sujets, je regrette parfois qu'on n'aille pas plus en profondeur, par exemple sur les questionnements sur la science, sur le bien fondé de la science et des recherches scientifiques. Ouais, alors moi sur ce point-là, je vais pas reprocher à un film de super-héros, un blockbuster, de pas rentrer dans le détail des problématiques sur la science ou la politique. Je trouve déjà ça bien qu'ils évoquent le sujet d'une manière limite un peu subliminale, du coup les gens, ça va peut-être leur trotter dans la tête. Et moi ce que j'ai apprécié pour le coup, c'est le côté un peu politique au début, où en fin de compte on se pose la question, est-ce que c'est bien l'existence de ces super-héros qui s'imposent un petit peu au petit peuple? Oui, d'ailleurs, il pose même la question, est-ce que c'est bien l'existence des super-héros tout court? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons de gérer le monde? Il y a des questionnements qui sont évoqués, qui sont assez intéressants à ce niveau-là, effectivement. Alors une chose moi qui m'aura un petit peu déçu, mais de manière paradoxale dans le film, c'est qu'on sent une baisse de rythme à peu près au tiers du film, d'ailleurs un peu comme dans le premier, mais en même temps c'est à l'avantage du character development, donc bon. Alors oui, mais il y a peut-être une autre raison pour laquelle ce passage nous a déçus, c'est que je pense tout simplement qu'il n'est pas très réussi. On va pas bien sûr vous spoiler, mais en gros c'est un moment quand même où ils s'en sont pris plein la gueule, et ça serait une occasion justement de faire plus de character development, de le faire mieux, et d'aller dans quelque chose de plus sombre. Une fois de plus, c'est un blockbuster, ils ont peut-être pas osé aller dans cette direction, il y a un peu trop d'humour, et c'est un peu dommage. Disons que le point où je pense que c'est assez réussi, c'est qu'il y a bien le character development, donc à ce niveau-là, moi je suis content. Par contre, c'est vrai que c'est dans une scène qui fait pas très réaliste. Ça a l'air parachuté là, voilà. Ouais, ça tombe un peu effectivement comme un cheveu sur la... Ça c'est dommage parce que globalement le reste est très réussi au niveau de l'histoire. Alors concernant les personnages, il y en a plus bien sûr que sur le premier Avengers, puisqu'on a récupéré tous ceux de la phase 2 de Marvel, et on s'en sort quand même pas mal du tout. Ce qu'on peut noter évidemment, c'est que la plupart des persos vont rester identiques, donc on va pas redévelopper tous les personnages d'Avengers. Par contre on va voir ceux qui ont changé et les nouveaux personnages bien sûr. Alors en effet,
il y a quand même certains acteurs qui ont évolué dans leur jeu, mais pour la plupart, Thor reste égal à lui-même, pareil pour Black Widow. Et la question c'est surtout, est-ce que les nouveaux Avengers qui sont introduits dans ce film sont crédibles? Et en particulier, il y a une petite question sur le Quicksilver, parce qu'il y a eu le Quicksilver X-Men qui avait fait un gros effet, et en réalité, oui. C'est-à-dire aussi bien la Scarlet Witch que le Quicksilver sont très très bien. Oui, moi je préfère même nettement le nouveau Quicksilver, les personnages sont plus creusés, de toute façon on le voyait à peine dans X-Men. Scarlet Witch est un peu différente de celle des comics, mais elle passe bien. Même assez différente. Et alors Vision, en fait, il est franchement plutôt réussi, et en particulier l'acteur Paul Bettany réussit quelque chose de très très bon, c'est-à-dire que quand il joue, on se rend vraiment bien compte que c'est pas un humain, il lui manque un truc au niveau émotionnel, et ça c'est super bon. Alors en parlant de personnes à qui il manque des trucs émotionnellement, Ultron, moi je l'ai trouvé très réussi physiquement, il impose, moi il me fout la trouille, il est assez bien fait. Alors à la limite Ultron il est presque un peu trop humain, parce qu'il s'enrage, ainsi de suite quoi. Oui mais en même temps c'est dans le personnage, même dans les origines. C'est tout à fait dans le personnage. Moi il y a juste un truc qui m'a posé souci, c'est le fait qu'on essaie de lui faire des simili-lèvres, qui lui donne une apparence trop humaine, alors que j'aime bien le Ultron avec une grosse mâchoire, il est mangé. Alors un truc que j'ai vraiment aimé, c'est que Hulk ressemble beaucoup plus à Mark Ruffalo. On voit vraiment que c'est le même visage, mais plus gros, plus costaud, et ça c'est bien. Alors ça c'est une véritable réussite, parce que là on se rend bien compte qu'en fait c'est la même personne, mais dans une autre dimension. Et puis moi ce que j'ai apprécié, c'est le jeu de Robert Downey Jr. où là il y a moins de cabotinage, et donc du coup ça aide aussi à donner une ambiance un petit peu plus sérieuse au film. Ouais, j'aurais aimé voir ça dans Iron Man 3 par exemple. C'est vrai que là on sent le décalage. Ouais. Et en ce qui me concerne, une chose que j'ai bien appréciée au niveau de la réalisation, c'est le fait qu'on a près d'une dizaine d'Avengers à l'écran. Et moi j'avais un peu peur que un personnage avec juste 3 minutes de temps de parole, il soit totalement éclipsé. Et non, en fait c'est assez bien géré. Il n'y a pas de personnage où on se dise non vraiment il était là que pour faire la tapisserie au fond de l'écran. Ouais, il y en a un ou deux qu'on aurait aimé voir un peu plus, mais on vous en dira pas plus. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est que c'était pas évident de passer après la Battle of New York. On s'en était quand même pris plein la gueule dans le 1. Là, on a aussi plein de créatures, on a aussi des villes en danger, mais ils arrivent à mettre un setting différent. C'est pas une surenchère, c'est une déclinaison un petit peu différente. Plein d'actions, évidemment, et ça passe bien. C'est vrai que le thème est un peu différent, parce qu'on sent plus une sorte d'action humanitaire, et ça, j'ai bien aimé cette petite nuance. Oui, il y a un très gros souci, on se soucie beaucoup des humains justement, de est-ce qu'il va y avoir des morts ou pas. Oui, des pertes humaines. Ouais, alors que dans la 1 ils s'en foutent un peu, je pense qu'il y a d'ailleurs, ils l'ont pas dit, mais je pense qu'il y a eu des morts. Alors, pour tous les anxieux qui ont cette petite question au bout des lèvres, mais qui certes nous consument, y a-t-il une scène post-générique? Y a-t-il une scène mid-générique? Et pour la scène post-générique, on pourra le savoir que lors des premières américaines, parce qu'on ne spoilera pas les États-Unis via l'Europe. Par contre, on peut déjà vous dire qu'il y a bien une scène mid-générique, et qu'elle est super. Autre chose qui peut vous intéresser, c'est que le dernier épisode de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. contient aussi un tie-in, c'est-à-dire des éléments qui vont vers le film et qui rajoutent un petit plus, donc je vous recommande. Alors en conclusion sur notre critique de Avengers Age of Ultron, pour les fans de Joss Whedon, pour les gens qui ont bien aimé le premier Avengers, il n'y a pas de doute, vous aimerez le deuxième. Bon, pour les gens qui veulent aller voir du Stanley Kubrick, c'est une autre histoire. C'est clair, c'est un bon Avengers, il est dans la lignée, allez-y. Vous faites un tournage ce soir, qu'est-ce que c'est et pourquoi que c'est? Alors qu'est-ce que c'est et que pourquoi que c'est? C'est la pause de l'ouvreur. Donc c'est un petit reportage en fait sur l'univers, on va dire, des fans qui viennent voir des films en marathon ou même les avant-premières. Et donc en fait on recueille plein de témoignages des gens en fait justement sur pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les anime. Et là comme on est l'avant-première d'Avengers 2, on essaie d'avoir des gens super chauds qui comme nous en fait attendent depuis 2 ans la sortie du prochain. Et toi Otis, alors c'est toi qui fais les interviews, qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Alors moi j'ai vraiment ressenti un truc extraordinaire dans cette salle, donc elle a déjà une histoire en elle-même et tous les gens ici, alors ça c'est dingue, c'est des passionnés. Donc il n'y a que des passionnés, donc tu parles avec eux et tu sens leurs yeux qui pétillent, c'est des grands enfants et tout le monde est là pour faire la fête autour de ces films-là, les super-héros, les grands, les jeunes, les filles, les vieux, les noirs, les blancs, les chinois, tout le monde. Eh ben merci, continuez et puis vive les super-héros, les comics et tout ça.